Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter cette commission santé et aide aux personnes. Dans notre ordre du jour, nous avons quelques questions orales, uniquement des questions orales. Nous allons commencer avec la question orale de Madame Delphine Chabert concernant la prise en compte en région Bruxelles-Capitale de l'évaluation de l'interruption volontaire de grossesse par la Commission nationale. Madame Chabert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le droit à l'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes, un droit qui est sans cesse menacé, qui l'a toujours été et qui devra toujours être protégé. L'accès à des services d'IVG sûrs et légaux doit être garanti à toutes les personnes qui pourront en avoir besoin, surtout à celles, aux femmes qui sont dans des situations de vulnérabilité et ou de précarité, et ce qui passe entre autres par une accessibilité financière. Alors ici à Bruxelles, nous sommes la région de Belgique qui compte le plus d'IVG, suivie de la province du Hainaut et d'Anvers, comme nous sommes la région qui compte aussi le plus de femmes vulnérables, femmes sans papier, femmes sans abri, femmes précaires. Et dernièrement, le comité d'experts, donc au niveau de la Chambre au fédéral, qui avait pour mission d'évaluer la pratique de l'IVG en Belgique, a rendu récemment son rapport avec 25 recommandations. Évidemment, l'essentiel concerne le fédéral, mais cela dit, on peut trouver aussi des pistes qui relèvent de vos compétences, Monsieur le Ministre, d'où mes questions. L'évaluation relative à l'IVG indique que donc en 2021, 2850 IVG sur 272 191 femmes en âge de procréer ont été pratiquées à Bruxelles. Je le disais, c'est le plus haut taux d'IVG de la Belgique, avec la particularité d'un nombre de situations spécifiques important, plus important qu'ailleurs. 29 femmes ont été enregistrées sans titre de séjour, une sans domicile fixe et 2 n'ont pas indiqué de domicile. Je voulais savoir si vous aviez des données plus récentes en ce qui concerne l'IVG, notamment des femmes sans abri, on en avait déjà parlé. Même question pour les femmes sans titre de séjour et peut-être une vue, je ne sais pas comment, de toutes ces femmes qui passent hors radar également. Je voulais savoir si vous aviez une idée du nombre de femmes hors délai et qui sont donc contraintes d'aller à l'étranger pour pratiquer une IVG. On attend une modification, un allongement de la durée tel que c'est préconisé par le rapport des experts. Mais donc, en attendant, est-ce que vous avez une vue sur ce qui se passe ici? Ces questions renvoient une fois encore à la démarche nécessaire et attendue, on en parle très souvent ici, de l'harmonisation de l'aide médicale urgente. Je voulais savoir si des avancées avaient pu se concrétiser avec la Fédération des CPS. Depuis ma dernière question, je vous avais interrogé là-dessus en décembre dernier. Ça nous semble encore plus prioritaire que ça ne l'était à ce moment-là. En ce qui concerne la prise en charge des femmes étrangères particulièrement, le rapport démontre que, et je le cite, « Outre le recours à des collègues parlant d'autres langues, des collaborations avec d'autres structures fournissant des interprètes sont fréquentes. Combien de centres de planning ou autres structures font appel à des interprètes ou des traducteurs pour faciliter cet accès à l'IVG dans les meilleures conditions possibles? Y a-t-il un soutien financier de la part de la région? Et puis je voulais savoir également si les travailleurs et travailleuses psychosociales de première ligne qui accompagnent ces femmes enceintes et qui vont vers une IVG, est-ce qu'ils sont formés, ils et elles sont formés aux différentes méthodes d'IVG et est-ce que des campagnes de sensibilisation à destination des publics, mais aussi des professionnels, sont prévues sur ces différentes méthodes de contraception? C'est une des recommandations du rapport. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Chabert. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour vos réponses. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Chabert pour votre question. Alors oui, on se rejoint là-dessus. Vous l'avez dit, le droit à l'avortement, c'est un combat essentiel et un combat jamais terminé. Alors à Bruxelles, on soutient depuis le début de la législature le droit à la santé sexuelle et reproductive pour toutes et tous et l'accès effectif à l'IVG dans l'ensemble de nos domaines de compétences. Outre le renforcement des centres de planning via la réforme du décret ambulatoire en COCOF, on a également renforcé le GACEPA, le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'IVG, ainsi que l'EVRA, ça on en parle régulièrement ici, qui aborde également la question de la contraception et de l'IVG dans les classes de secondaire. On a évidemment suivi aussi avec beaucoup d'intérêt les travaux et les conclusions du groupe d'experts auxquels vous avez fait référence, piloté par M. Angler, au niveau fédéral, puis aussi les différentes propositions de loi qui sont sur la table.
Alors, concernant vos questions et vos chiffres, malheureusement, on ne dispose pas de données plus récentes sur les femmes sans domicile fixe ou sans titre de séjour qui ont recours à l'IVG. En effet, les rapports bisannuels établis par la Commission nationale d'évaluation de l'IVG doivent toujours être soumis en premier lieu au Parlement fédéral. Seul le président du Parlement fédéral peut ensuite rendre ce rapport public. Les chiffres relatifs à 2022 et 2023 ne seront pas publiés avant le début de l'année 2024. Je souhaite toutefois clarifier quelques chiffres mentionnés dans votre question. Il y a bien eu 2850 avortements pratiqués en 2021 à Bruxelles. Cela donne un taux d'avortement de 10,47, ce qui signifie qu'en termes absolus et relatifs, la région bruxelloise a connu le plus grand nombre d'avortements par rapport à toutes les provinces belges. En 2020 également, le plus grand nombre d'avortements en termes absolus a eu lieu en région bruxelloise, 2788. Toutefois, le taux d'avortement cette année-là était plus élevé dans la province du Hainaut qu'en région bruxelloise. Les situations spécifiques, femmes sans titre de séjour et femmes sans abri, évoquées dans la question concernent l'ensemble de la Belgique, même si, bien entendu, la région bruxelloise concentre un certain nombre de ces problématiques. On a l'occasion d'en parler souvent ici. En outre, bien sûr, ce type de chiffre doit toujours être abordé avec prudence. La commission d'évaluation estime que ces chiffres ne correspondent pas toujours à la réalité, mais seulement à ce qui a été enregistré officiellement. Enfin, ce taux élevé à Bruxelles s'explique sans doute aussi par le fait que la capitale dispose de 30 centres de planning, ce qui est une densité importante, qui offre des soins pour toute une série de personnes qui également ne résident pas spécifiquement à Bruxelles et aussi pour des publics sous le radar ou les publics les plus vulnérables. Prudence donc par rapport à ces chiffres. Concernant votre deuxième question, malheureusement, il n'y avait pas non plus de chiffres officiels à ce sujet. La plupart des femmes sans titre de séjour qui se rendent à l'étranger pour une interruption de grossesse ne sont pas ou peu enregistrées. Les estimations pour toute la Belgique varient entre 500 et 1000 IVG à l'étranger par an. Il est évident que si le délai de l'IVG était prolongé, comme c'est recommandé, vous l'avez rappelé, le nombre de femmes qui se rendraient à l'étranger pour se faire avorter diminuerait puisque un certain nombre des IVG à l'étranger découlent de ces différences de délai et qui sont supérieures, par exemple, aux Pays-Bas. C'est une des raisons pour lesquelles il faut augmenter le délai en Belgique parmi les autres raisons. Concernant vos questions sur l'aide médicale urgente, ça renvoie une fois encore au dossier d'harmonisation de l'aide médicale urgente. Le recours à l'aide médicale, c'est une matière fédérale. La marge de manœuvre en la matière au niveau régional est limitée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici aussi à plusieurs reprises. Néanmoins, la Fédération des CPS bruxellois, que nous finançons, a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à l'harmonisation. C'était un élément important d'ailleurs lié à leur subventionnement. Le développement de l'outil informatique MediPrima devrait apporter une contribution majeure au processus d'harmonisation. De plus, la Fédération a créé un modèle d'AMU pour tous les CPS, mais aussi une liste de bonnes pratiques qui est partagée au sein du secteur. L'ambition de la Fédération est également de mettre à jour la convention avec les hôpitaux IRIS d'ici la fin de cette année. Dans un deuxième temps, cette mise à jour se fera également avec les autres hôpitaux. En ce qui concerne les interprètes ou traducteurs pour faciliter l'accès à l'IVG dans les meilleures conditions, il y a donc, je l'ai dit, 30 centres de planning en activité au niveau de la région, dont 3 sont reconnus par la COCOM. Peu importe, mais ils peuvent tous faire appel à des services d'interprétariat social qui sont financés par la COCOM. À noter que ce financement concerne l'intervention pour toutes les situations où il est fait appel à un interprète ou une interprète, évidemment pas seulement dans le cadre d'une interruption de grossesse. Concernant vos questions sur la formation aux différentes méthodes d'IVG, les équipes sont formées grâce notamment au GACEPA, mais seul un ou une médecin peut pratiquer bien entendu l'IVG en elle-même. Il existe 2 méthodes en planning, une en fonction du stade de la grossesse, et vous les connaissez, il y a d'abord la pilule abortive et puis la méthode dite Karman. Enfin, en COCOM, il n'y a pas actuellement de campagne de sensibilisation concernant les différentes méthodes d'IVG ou sur la contraception, mais c'est vrai qu'on soutient toute une série de services, notamment en promotion de la santé, en COCOF, et par exemple le service OIS, qui sont subventionnés, mais en COCOF, pour mener ce type de campagne. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Chabert, pour une réplique.
Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Mais donc oui, on se rejoint sur les constats. Le droit à la santé sexuelle et reproductive est une priorité pour toutes les femmes, encore plus pour ces femmes-là qui sont extrêmement vulnérables, précaires, sans titre de séjour, sans domicile. Et donc l'accès à l'IVG doit être une priorité. Je pense que ce serait bien qu'on puisse, alors je ne sais pas comment, mais en tout cas avoir une meilleure vue de leur situation précisément sur cette question-là. Et puis alors sur l'harmonisation de l'AMU, on va suivre le travail de la fédération avec votre soutien. J'espère qu'il avancera encore plus vite. Je vous remercie. Merci Madame Chabert. Nous restons avec vous pour une autre question orale concernant la possibilité d'élaboration d'un agrément encadrant le travail de rue. La parole est à vous. Merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, dans la DPR, votre gouvernement s'engage à prévoir progressivement les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de l'ordonnance relative au sans-abrisme. Et dans ce cadre, il renforcera considérablement la politique d'insertion et la politique de sortie de rue, qui doivent devenir l'axe central de la politique d'aide aux sans-abri. Donc, j'ai cité un petit passage de la DPR. Et parmi les principes mis en œuvre, l'information sur les droits et le soutien à la récupération de droits, ainsi que le lien structurel entre l'urgence et l'insertion, rentrent complètement dans le travail quotidien des maraudes et du travail de rue fait par tous les acteurs et les actrices de la première ligne. On parle de pratiques d'outreaching, on sait tous et toutes qu'elles sont essentielles au travail de terrain, surtout au travail de première ligne. On parle de ligne 05 aussi. Et leur financement relève trop souvent de gestion sur fonds propres de ces organismes. Or, il nous revient que le travail de rue n'est pas reconnu en tant que tel aujourd'hui. Et dans l'objectif d'aller à la rencontre des populations, je le disais, d'aller vers les publics qui sont le plus loin des premières lignes et même des lignes 05, le travail de rue est un service mobile qui est essentiel et qui permet de renforcer l'accès aux droits, dont on sait que c'est un vrai problème dans notre région. Et donc, il est fondamental de pérenniser, garantir, stabiliser toutes ces démarches d'outreaching. On sait aussi combien les emplois du secteur associatif sont indispensables à côté des opérateurs publics pour faire fonctionner les services de première ligne. La mise en place d'un agrément travail de rue pour ces associations serait utile, il nous semble, pour pérenniser ce dispositif. C'est d'ailleurs une des demandes qu'elles expriment assez régulièrement. Et puis la question du financement qui est dédié ou non et qui devrait l'être, nous semble-t-il, est primordiale pour garantir ces pratiques d'outreaching. Et donc je voulais savoir quelle était votre position sur le sujet, en fait, puisque à mon sens, on n'en a jamais vraiment parlé en termes précisément d'agrément dans cette commission. Je voulais savoir aussi si vous aviez prévu de développer un agrément spécifique dont l'objectif, je le disais, est de pérenniser, stabiliser le travail de rue et l'outreaching. Je voulais savoir si la possibilité de développer un financement structurel est à l'étude. Dans la mesure où les ASBL pourraient obtenir un agrément travail de rue, que se passe-t-il alors pour celles qui le font déjà sur base d'autres financements? C'est très technique, mais cela dit, c'est très concret pour tous ces opérateurs. Et puis, si la création d'un tel label n'est pas, enfin label, on se comprend, un agrément, quoi, n'est pas à l'ordre du jour, quelles sont alors les autres initiatives mises en place pour soutenir et pérenniser et stabiliser ce travail de rue et les démarches d'outreaching dans le social et la santé? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Merci Madame Chabert. Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour vos réponses. Merci Monsieur le Président, merci Madame Chabert. Alors concernant votre première question, les missions de travail de rue sont déjà consacrées par l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et par l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des services, des centres et services pour adultes en difficulté, dont les articles 79 à 87 visaient spécifiquement les normes applicables aux services assurant l'accompagnement de personnes vivant habituellement en rue. L'ASBL Diogène a d'ailleurs été agréée pour ses missions de travail de rue sur la base de cette réglementation de 2017 à 2021. L'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri, qui abroge l'article 3, troisièmement de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, consacre également les missions de travail de rue et prévoit une procédure d'agrément pour les différentes missions d'aide d'urgence et d'insertion.
centre d'hébergement d'urgence, centre de jour, maison d'accueil, centre de guidance à domicile, Housing First et travail de rue. L'arrêté du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion précise les missions des services de travail de rue et les normes auxquelles ils doivent répondre pour être agréés. Sur base de cette réglementation, les ASBL Diogène, infirmiers de rue, Alias et New SAMU Social ont introduit un dossier de demande d'agrément qui est actuellement en cours d'instruction par l'administration. Concernant votre deuxième question, les ASBL Diogène, infirmiers de rue, Alias et New SAMU Social sont aussi subventionnés de manière récurrente déjà depuis plusieurs années, donc pour leur travail de rue. Depuis 2021, ces ASBL sont financés sur la base de la nouvelle réglementation, même si un agrément final travail de rue doit leur être délivré. Mais donc les 3 ASBL bénéficient d'un financement structurel global qui comprend en fait aussi déjà en bonne partie la question du travail de rue, mais ce financement structurel va se poursuivre dans le cadre de leur futur agrément. Concernant votre troisième question, tout centre effectuant des missions de travail de rue relevant de la compétence de la COCOM doit introduire une demande d'agrément. Cette demande d'agrément sera instruite par l'administration et aboutira si l'ensemble des normes, sauf dérogation motivée et acceptée, sont respectées à la délivrance d'une autorisation de fonctionnement provisoire de 18 mois, puis un agrément de 5 ans. Si les crédits budgétaires le permettent, les centres agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire bénéficient d'une subvention de la COCOM. Ce financement implique que les centres ne sollicitent pas une subvention auprès d'autres pouvoirs subsidiants pour des missions identiques, sauf si ce subventionnement vise à développer un projet spécifique ou novateur qui ne constitue pas une mission devant être agréée ou qui n'est pas partie prenante, je dirais, ou partie intégrante de la mission agréée. Et par ailleurs, évidemment, il est toujours possible pour n'importe quel ASBL de chercher d'autres sources de financement. Concernant votre dernière question, outre le fait qu'un agrément reconnaissant et encadrant les missions de travail de rue existe, il faut signaler que des initiatives particulières sont soutenues par la COCOM. Je pense par exemple au projet Sublink qui associe Lama Transit, Diogène, New SAMU Social, Bruxelles, Pélastib, un projet qui ne s'inscrit pas dans le cadre de missions qui sont agréées, mais qui vise à renforcer en plus la présence d'équipes mobiles, en l'occurrence dans les stations de la STIB, afin de proposer un accompagnement, une orientation vers des solutions d'accueil et de prise en charge. Ah oui, et donc ça c'est plutôt en COCOF, mais dans les discussions qui sont en cours, il y a l'idée d'une reconnaissance de centres social santé intégrés avec l'inclusion et le financement d'une fonction 0.5 avec donc de l'outreaching, mais à partir donc du décret ambulatoire, ouais. En COCOF là pour le coup. Merci Monsieur le Ministre. Madame Chabert pour une réplique. Merci Monsieur le Ministre. C'est bien, vous faites COCOF-COCOM de manière... Non mais Oui, je vous en, on va arrêter je vous en remercie. C'était très positif. Mais oui, donc vous avez rappelé, enfin on les connaît tous et toutes très bien, hein, ces opérateurs il n'y a pas que eux qui font ce travail de rue, qui font ce travail d'outreaching, qui font ce travail d'aller vers les publics. Donc oui, ils sont financés, mais il n'y a pas une ligne de financement spécifique garantie par un agrément sur uniquement ce travail-là, qui en plus, je pense qu'il faut absolument le développer, puisque, et tous les opérateurs nous le disent, les besoins explosent, les besoins multifactoriels, c'est-à-dire aller vers les publics, c'est la question des droits sociaux, c'est les questions de santé mentale, très très fort, c'est les questions d'accompagnement vers l'ensemble des différents services de première ligne, que ce soit social, santé. Donc j'entends que ce n'est pas à l'étude, en fait, cette idée d'un agrément spécifique. Non, c'est en route, en fait, hein, puisqu'il est prévu dans le cadre de l'ordonnance. Et donc, il y a des dossiers qui sont en cours d'instruction, en fait. Et l'ordonnance n'est pas encore pleinement appliquée, hein, pour être clair. Oui, mais donc, alors il faudra qu'il y ait un document légal qui décrive le prescrit de l'agrément. Il existe ou pas? En fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est clair. Oui, ça c'est clair. Ouais. Et puisqu'ils ont introduit une demande d'agrément. Ils ont introduit une demande d'agrément. Y compris en travail de rue. Spécifiquement sur le travail de rue. Mais non. Oui? Si. Ok. C'est ce que je lis dans ma réponse, en tout cas. Ok, c'est ce que j'entends, mais je vais suivre ça alors, parce que... Un dossier d'agrément actuellement en cours d'instruction auprès de l'administration
Sur le travail de rue. Qui est sur agrément lié à l'ordonnance de 2018, c'est l'arrêté de 2019 sur les centres d'aide d'urgence et d'insertion. Là-dedans, les missions de service de travail de rue et les normes sont précisées dans cet arrêté-là. Dans l'arrêté Ces normes 2019, sont précisées. okay. Ouais. Ça va, je vais relire l'arrêté 2019. Je vous remercie. Merci, Madame Chabert. Nous continuons avec une question orale de Madame Sab concernant le contrôle dans les maisons de repos et de soins à Bruxelles. La parole est à vous. Ik wil, we moeten toch nog eens terugkeren op de wantoestanden in sommige Brusselse woonzorgcentra. Ik heb hier al eerder over vragen gesteld, maar uit recente rapporten en nieuwsberichten blijkt dat de situatie in sommige woonzorgcentra nog steeds precair is. En dat kunnen we natuurlijk niet tolereren, want ook wie oud is verdient, en zeker wie oud is, verdient kwaliteit van leven. Dus we moeten dringend de kwaliteit van het zorgsysteem verbeteren en de veiligheid van die kwetsbare groep waarborgen. In het antwoord op mijn actualiteitsvraag stelde collegelid Maron dat Iriscare sedert 1 januari 2023 inspecties uitvoert in woonzorgcentra met een team van 12 nieuwe inspecteurs, gecoördineerd door de medische en paramedische cel. Die controleurs zouden niet enkel controleren, maar ook ondersteuning bieden om instellingen te helpen betere zorg aan te bieden aan ouderen. Daarnaast voerde u een nieuw sanctiesysteem in dat afgestemd is op de ernst en de niet-naleving van de normen, want dat zou volgens u veel doeltreffender zijn. Ik ben benieuwd welke veranderingen deze maatregelen effectief op het terrein teweeg brengen en daarom stel ik u volgende vragen. Welke criteria of informatiebronnen worden gebruikt om te bepalen welke Brusselse woonzorgcentra als eerste zullen gecontroleerd worden? Is er een plan om alle Brusselse woonzorgcentra aanvullend te controleren? Kan u een overzicht geven van de belangrijkste bevindingen tot nu toe van de door Iriscare uitgevoerde inspecties in de Brusselse woonzorgcentra? Op basis van welke selectieprocedure zijn de 12 nieuwe inspecteurs gekozen en welke specifieke expertise bezitten zij om effectief toezicht te houden op kwaliteit van de zorgverlening? Hoe zorgen de inspecteurs naast het controleren voor de ondersteuning bij het verbeteren van de zorg in de Brusselse woonzorgcentra? Zijn er specifieke middelen of programma's beschikbaar gesteld om deze ondersteuning te faciliteren? En tenslotte kunt u een overzicht geven van het aantal opgelegde sancties sinds de invoering van het nieuwe sanctiesysteem en de voornaamste reden voor deze sanctie. Dank u. Merci, Madame Sab. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw Sab. Zoals u aangeeft in uw vraag, is er sinds 1 januari 2023 een nieuw team van controleurs en is er een nieuwe inspectiedynamiek. Wat betreft de controleurs en de aanwerving ervan, werden er verschillende contractuele selecties gelanceerd voor de functie kwaliteitscontroleur hulp- en zorgverstrekkingen om nieuwe medewerkers aan te werven. 2 inspectrices van de diensten van het Verenigd College werden ook bij Iriscare aangeworven via een externe overplaatsingsprocedure, wat het mogelijk heeft gemaakt om hun ervaring in te zetten en een coherente en evenwichtige overgang te waarborgen. Met die selectieprocedures werd uitdrukkelijk beoogd om professionals met diverse profielen aan te werven uit de gezondheidssector, verpleegkundigen, kinesitherapeuten enzovoort, de professionals of uit de sociale sector. Het was de bedoeling dat zij professionele kennis hadden van de essentiële beroepen in de sectoren die onder de bevoegdheden van Iriscare vallen. Dat niet alleen met het oog op controle, maar ook vanuit het oogpunt van begeleiding van de dienstverlenende instellingen bij de voortdurende verbetering van de kwaliteit ten behoeve van hun gebruikers. Het controleteam van Iriscare moet de instellingen bezoeken die een aanpassing van hun erkenning hebben ingevoerd
of waar zich een specifiek probleem voordoet dat bijvoorbeeld door een klacht aan het licht is gekomen. Iris Care organiseert de inspectieplanning op basis van 3 categorieën, waarbij de eerste categorie de hoogste prioriteit heeft. De eerste categorie omvat de instellingen waarvan de toegekende erkenning is verkort, de instellingen die de normen aanzienlijk schenden, de instellingen die het voorwerp uitmaken van een wetgevingsproces dat een inspectie vereist, en de instellingen die te maken hebben met een ernstige klacht en of herhaalde klachten. De tweede categorie omvat de instellingen waarover we informatie hebben, ongeacht de bron van de informatie, dat er 1 of meer problemen zijn. De derde categorie omvat de instellingen die in 2023 zouden moeten worden gecontroleerd als we niet waren overgestapt op een erkenning van onbepaalde duur. Voor die categorie wordt 2023 beschouwd als een scharnierenjaar. Scharnierenjaar? Scharnierenjaar. Sorry. Vanaf 2024 zal de frequentie van de controles afhangen van de mate waarin de normen worden nageleefd. Een rust- en verzorgingstehuis dat aan de normen voldoet, zal zo om de 4 jaar worden geïnspecteerd, terwijl een instelling waar tijdens de inspectie problemen worden vastgesteld, binnen de 6 tot 12 maanden opnieuw zal worden geïnspecteerd. Na 4 maanden werking is het nog te vroeg om de belangrijkste resultaten van deze nieuwe werkmethode te melden. Iris Care is van plan om op gestructureerde wijze en volgens een precieze methode lessen te trekken uit dit systeem en uit wat het aan het licht brengt. En ik zal dat verslag zeker met u delen. Ik zou het tot slot nog willen hebben over de tussentijdse sancties. Het nieuwe sanctiestelsel is bij de ordonnantie van 15 december 2022 ingevoerd. Na goedkeuring door het Verenigd College in januari is het ontwerp van het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie nu voor advies voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Volgens het vastgelegde tijdschema is de inwerkingtreding ervan gepland voor juni. Vanaf dat moment zullen de sancties kunnen worden toegepast. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Sab. Vous pouvez allumer le micro? Sorry, ik keek met belangstelling uit naar de bevindingen en de eerste resultaten van de inspectie. Merci, Madame Sab. Alors, à l'ordre du jour, nous avions une question de Madame Tetelbaum. Elle a souhaité la transformer en question écrite. Nous en arrivons à la question orale de Monsieur Verstraeten concernant les conditions et les limites de la contribution financière des usagers des maisons d'accueil. La parole est à vous. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer het collegelid, pardon. Nu begin ik zelf ook al over mijn Nederlands te struikelen. Collegelid. Collegelid, Swat. Dagcentra, erkend door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, die mogen aan gebruikers een financiële bijdrage vragen voor de hulpverlening en de diensten die zij verstrekken, zolang de prijs de door het Verenigd College vastgelegde voorwaarden respecteert. Vandaag hanteren de onthaalhuizen inkomensafhankelijke tarieven. En op 2 maart heeft het Verenigd College in laatste lezing een besluit goedgekeurd, ik citeer, tot vaststelling van de voorwaarden en de grenzen van de financiële bijdrage van de gebruikers van onthaaltehuizen. Ik begrijp dat het de bedoeling is de regelgeving van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie op elkaar af te stemmen op dit vlak.
De inhoud van het ontwerpbesluit werd gewijzigd na opmerkingen van de federaties in kwestie. Die waren namelijk vragende partij voor onder meer een solidariteitsfonds dat de opvangcentra zou kunnen vergoeden voor niet terugbetaalde schulden van gebruikers. En ze vroegen ook bijvoorbeeld om de kinderbijslag buiten het inkomen van de gebruiker, op basis waarvan de financiële bijdrage wordt berekend, uiteraard te houden. Tijdens een vorig debat hebt u aangegeven dat er besprekingen liepen over een standaardovereenkomst ook tussen de opvangcentra en de OCMW's in Brussel. De Federatie van Brusselse OCMW's zou onder andere een register van praktijken aanleggen als uitgangspunt voor de harmonisatie. Ik had voor u de volgende vragen. Kan u de voorwaarden en de grenzen van de financiële bijdrage van de gebruikers van onthaaltehuizen toelichten? In welke mate kunnen we nu spreken van een harmonisering van de prijzen in de opvangcentra? Ten tweede, hoe is het initiële ontwerpbesluit gewijzigd? Aan welke eisen van de federaties is voldaan en komt er een solidariteitsfonds? Ten derde, is de regelgeving volledig in overeenstemming met die van de Franse gemeenschapscommissie en is er ook overleg geweest met de Vlaamse gemeenschap? Excuseer. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het CAW. Ik geloof dat die ook, alhoewel ik nu niet 100% zeker ben, die toch zeker tot voor kort ook een eigen centrum hadden. Komt er een standaardovereenkomst ook tussen de opvangcentra en de OCMW's? Zo ja, wat zal daar precies in staan? Is dat gebaseerd op het register van praktijken aangelegd door de Federatie van de Brusselse OCMW's? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Merci, monsieur Verstraeten. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour vos réponses. Dank u. Ik ben mevrouw Van den Brand. Nu, de micro, maar geen probleem. Dank u, meneer de voorzitter. Ja. Dank u, meneer Verstraeten. Wat uw eerste vraag betreft. In artikel 1 van het besluit van het college van 2 maart 2023 tot vaststelling van de voorwaarden en de grenzen van de financiële bijdrage van de gebruikers van onthaalhuizen staat een reeks definities, waaronder de volgende. Inkomen van de gebruiker, inkomen uit werk, vervangingsinkomen, inroerend inkomen, leefloon of equivalent leefloon. De kinderbijslag is ervan uitgesloten. Financiële bijdrage, het bedrag dat werkelijk aan de gebruiker wordt gefactureerd, rekening houdend met het maximum van 2/3 van zijn inkomen wanneer huisvesting en maaltijden worden aangeboden. En 1/3 van zijn inkomen wanneer alleen huisvesting wordt aangeboden. Bovendien moet het onthaalhuis de lijst van de diensten bepalen die onder de financiële bijdrage vallen. In het besluit worden de minimaal te leveren diensten opgesomd. Naast die minimumdiensten kan het onthaalhuis kosten aanrekenen voor aanvullende diensten die het ter beschikking stelt van de gebruiker of voor het bedrag van de eventuele waarborgsommen die het verlangt. De dagprijs bedraagt maximaal €26,67 per volwassene en maximaal €16 per kind dat een ouder vergezelt, indien er maaltijden worden verstrekt. En maximaal €15,34 per volwassene en €9,34 per kind, indien alleen opvang wordt aangeboden. De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd en is gebaseerd op de dagprijs die van toepassing is in de onthaalhuizen van de Kokhof. Het besluit bevat ook richtsnoeren voor de betaling van een door het onthaalhuis vereiste waarborg en voor de invordering van schulden ten aanzien van het onthaalhuis bij de gebruiker. De gebruiker moet een minimale geldsom kunnen behouden om zijn deelname aan het sociale leven tijdens zijn verblijf in het onthaalhuis te bevorderen. De harmonisatie tussen de onthaalhuizen is dus gewaarborgd
aangezien zij de bepalingen van bovengenoemd besluit moeten toepassen. Wat uw tweede vraag betreft, over de vragen en opmerkingen van de federaties en de integratie daarvan in de tekst van het besluit, verwijs ik u naar mijn antwoord op mondelinge vraag nummer 10.157 van mevrouw Chabert van 26 januari 2023, waarin de verschillende opmerkingen van de federaties gedetailleerd worden opgesomd. Verder zijn er geen plannen voor de oprichting van een solidariteitsfonds van de GGC. Wat uw derde vraag betreft, is door de GGC aangenomen reglementering vergelijkbaar met die van de KOKOF, met als doel de twee reglementeringen te harmoniseren, met name wat betreft de toegepaste tarieven, de definitie van de financiële bijdrage en die van inkomsten. Er is geen overleg geweest met de Vlaamse gemeenschap, omdat harmonisatie in dit opzicht moeilijker te realiseren is, omdat het systeem in Vlaanderen niet op dezelfde manier is georganiseerd als in Brussel. Wat uw laatste vraag betreft, wordt momenteel een standaard overeenkomst tussen de ontalhuizen en de OCMW's besproken en ontwikkeld. Op 18 januari 2023 vond een vergadering plaats tussen de administratie, mijn kabinet, de federatie van OCMW's en de federaties AMA en BICO. Naar aanleiding van die vergadering is overeengekomen dat Brulocalis een vergadering zou beleggen met de juristen van de verschillende OCMW's om het ontwerp van standaard overeenkomst die door de federaties van de daklozensector is opgesteld, te onderzoeken en de opstelling van een raamovereenkomst te overwegen. Tijdens een vergadering van het directiecomité van de federatie van de OCMW's in maart hebben de OCMW's samen het ontwerp van de standaardovereenkomst besproken. Wij volgen de onderhandelingen op de voet en hopen voor het eind van het jaar een standaardovereenkomst te hebben. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Verstraeten, voor een repliek. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Nee. Ik ga in omgekeerde richting werken van uw antwoord. Dus ten eerste wat de standaardovereenkomst met OCMW's betreft. Dus in maart is dat besproken geweest. Wat is daar de conclusie? Dus moeten daar nog aanpassingen gebeuren of wat dan ook? U volgt het op, maar zijn daar nog problemen? Of waarover wordt nog onderhandeld? Ik zal het zo zeggen. Waar zitten de knelpunten? Maar er zijn nog niet conclusies. Er zijn nog geen conclusies. Maar dat zijn de knelpunten, want er is een voorstel geweest dat besproken is. Ik weet het niet, sorry. U weet het niet. Oké. Overeenstemming Franse Gemeenschapscommissie en GGC Vlaamse Gemeenschap. Bon, ik begrijp dat het natuurlijk eenvoudiger is met de KOKOF die enkel in Brussel werkt. Het voelt toch een beetje aan als de voorbereiding van de opheffing van de KOKOF in de toekomst, maar dat zullen we dan nog wel zien. Wat de kosten betreft, dus de opvangcentra kunnen ook kosten aanrekenen voor specifieke diensten. Vallen die specifieke diensten, is dat volledig apart te beschouwen? Valt dat onder het plafond dat gesteld is? Of is dat iets volledig apart van de dagprijs? Dat vroeg ik mij nog af. Wat de vraag om een solidariteit... Directement cette question-là, je pense, mais il faudrait vérifier qu'effectivement ça c'est potentiellement en plus. Mais je dois vérifier précisément. Ceci dit, tout ça est inscrit dans l'arrêté du 2 mars 2023 en fait. Toutes ces conditions sont indiquées dans l'arrêté. Donc je fais un résumé dans la réponse, mais ces informations sont dans l'arrêté. Ja, we kunnen het zelf dan ook eens bekijken. En dan het laatste, vanwaar geen overweging van een dergelijk solidariteitsfonds? Ik vermoed dat dat wel vaak een kost is.
een grote kost is voor de onthaalhuizen, dat dat misschien ook weigerachtiger maakt om mensen op te vangen waarvan de inkomsten minder zeker zijn. Het opzetten van een dergelijk fonds, van een dergelijke verzekering, om het te zeggen, kan natuurlijk drempelverlagend werken voor de onthaalhuizen om te zeggen, oké, we gaan iemand opnemen, ook al zijn we nog niet helemaal 100% zeker over de inkomsten. Dus waarom niet? Je sais juste que ce travail n'est pas en route, donc je pense que ça n'a pas été identifié comme une véritable demande de l'administration et ou des secteurs. Ce n'est pas prévu dans l'accord de majorité. Voilà. OK. Nous continuons de travaux avec M. Verstraeten. Une question orale concernant la prestation de services déficiente au CPAS d'Ixelles. La parole est à vous. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer het collegelid. Dit is een kwestie die mij een beetje ter oren is gekomen via collega's van mijn partij. Er zijn namelijk nogal klachten over de gebrekkige communicatie en bereikbaarheid van het OCMW van Elsene, om specifiek te zijn. Om opheldering te krijgen over een dubbel betaald leefloon nam het OCMW van de Vlaamse gemeente Hoeve contact op met het OCMW van Elsene. Dat ging over een Oekraïense vluchteling die verhuisd was. Het OCMW van Elsene dat was telefonisch en via e-mail enorm moeilijk bereikbaar. In het Nederlands communiceren dat was helemaal onmogelijk. Maar dat is, ik zeg het als voormalig inwoner van de gemeente Elsene, dat is geen verrassing. Maar zelfs wanneer men het in het Frans probeerde, mails, telefoneren, was het aardsmoeilijk, quasi onmogelijk om iemand vast te krijgen. Men moest maandenlang blijven proberen om opheldering te krijgen in dat dossier over dat dubbel betaald leefloon. Dat gaat dan dus nog niet over klanten, dat gaat over OCMW naar OCMW tussen instituties. Dat is al erg. Maar voor de burger, de noodbehoevende burger, want dan klop je bij het OCMW aan, lijkt het niet erg veel vlotter te gaan. Het is een beetje raar om dit te citeren, maar de reviews op Google bevestigen dat. En ik neem een bloemlezing hierover. Ik kan u aanraden om dat ook eens te gaan bekijken. Er zijn 64 beoordelingen met 1 en 12 beoordelingen met 2 sterren. Dat lijkt mij eerlijk gezegd geen toeval, omdat de commentaren ook allemaal in dezelfde richting gaan. En overeenstemmen met het verhaal dat ik van het OCMW van Hoeve kreeg, namelijk extreem moeilijk bereikbaar, hou rekening met een uur wachten, de opvolging van dossiers verloopt traag en ongeorganiseerd en sommige maatschappelijk werkers lijken nauwelijks opgeleid. Einde citaat. Nieuw citaat. Incompetent en neerbuigend, jammer dat we geen 0 sterren kunnen geven. Volgend citaat. Een nutteloos telefoonnummer, niemand neemt op. Volgend citaat. 1,5 maand zonder antwoord op talloze e-mails, herhaaldelijk afspraak aanbieden zonder ze na te komen. Volgend citaat, tijdverspilling. Volgend citaat, men moet het voltallig personeel vervangen. En als laatste citaat, het slechtste OCMW van Brussel. Het is een bloemlezing. Ik heb er de meer pikante uitgelaten, eerlijk gezegd, want er zijn er nog een paar ergere ook. Het is... Ja... daar lijkt toch iets aan de hand te zijn. Ik begrijp uiteraard dat de werkdruk hoog is en dat sommige OCMW's ook kampen met personeelstekorten, moeilijk personeel vinden. Covid-crisis, Oekraïne-crisis, energiecrisis, asielcrisis, dat stelt allemaal de hulpverleners zeer zwaar op de proef. En dat leidt niet alleen in het OCMW van Elsene tot problemen. Zo werden eind vorig jaar meer dan 1000 uitkeringen niet betaald aan inwoners in Sint-Joost te Node. Het OCMW besloot toen voor enkele dagen de deuren te sluiten uit angst voor een overrompeling aan bezorgde burgers. De Brusselaar verarmt, dat weten we. We hebben het er vorige week ook over gehad. En de OCMW's zijn daar natuurlijk de eerste getuigen van. En zijn daar institutioneel het eerste slachtoffer van ook. Maar er moet natuurlijk wel een kwalitatieve minimale dienstverlening gegarandeerd blijven worden. Het OCMW, dat is de eerste lijn, dat is het eerste punt waarbij dat Brusselaars die in de problemen komen vaak aankloppen. Het college maakt jaar na jaar extra miljoenen vrij voor die OCMW's ook. Dit jaar gaat het om 30 miljoen euro, onder andere om extra personeel aan te werven. En ik vraag mij af hoeveel personeel er met dat geld is bijgekomen.
Hoe dan ook is extra geld niet altijd dé oplossing. Net zoals dat het aantal daklozen niet zal verminderen door meer noodopvang te creëren terwijl de instroom ongewijzigd blijft of nog toeneemt, zal extra geld voor de OCMW's de grootschalige armoede in Brussel niet doen verminderen als er steeds meer armen bijkomen. Wat betreft het OCMW van Elsene heb ik in ieder geval vernomen dat er een reorganisatie en herontwikkeling van de hoofdsite van het OCMW van Elsene op de planning staat of in gang is. Dat kan misschien een momentum zijn om de werking te optimaliseren en de dienstverlening aldaar te verbeteren. Ik had in ieder geval voor u de volgende vraag. In hoeverre bent u op de hoogte van klachten over de werking van het OCMW in Elsene? Hebt u een overzicht van het aantal ingediende klachten bij de Brusselse OCMW's over het algemeen? Wanneer is er voor het laatst een evaluatie geweest over de werking van OCMW Elsene? Is er sprake van een achterstand in het aantal te behandelen dossiers? En zo ja, binnen welke termijn tracht men dat bijvoorbeeld op te lossen? Welke stappen worden er ondernomen om de algemene werking opnieuw vlotter te laten verlopen? Binnen welk tijdskader acht u verbeteringen mogelijk? Hoe is het personeelstekort binnen de Brusselse OCMW's geëvolueerd? Hoeveel extra personeel is er met de vrijgemaakte middelen aangeworven? En als laatste vraag, hoe ver staan de plannen voor de reorganisatie van het OCMW van Elsene? Hebt u zicht op het kostenplaatje van dat vernieuwingsproject en kan u een tijdslijn geven voor de herontwikkeling van die site? Ik besef dat er een aantal nogal lokale vragen bij zitten, maar ik dacht, ik waag toch mijn kans en ik stel ze hier. Merci, monsieur Verstraeten. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, meneer Verstraeten. Wat uw eerste vraag betreft, we zijn ons bewust van en betreuren het zeer gespannen klimaat dat binnen sommige OCMW's bestaat. Wat uw andere vragen betreft, ben ik als wettelijke en administratieve toezichthouder niet op de hoogte nog bevoegd om uw vragen over het interne beleid van het OCMW van Elsene en de lokale autonomie te beantwoorden. Verder wil ik u eraan herinneren dat wij de OCMW's blijven steunen en versterken voor projecten ter bestrijding van de non-take-up van rechten en voor energiesubsidies. 20 miljoen euro voor energie in 2023. Deze energiesubsidies kunnen worden gebruikt om personeel aan te werven tot 50% van de subsidie. 18 miljoen euro voor projecten van de OCMW's in 2022 en 2023. Tot eind 2023, waarvan 8 miljoen euro de voortzetting van projecten tot eind 2023 mogelijk maakt. Deze subsidie dekt ook personeels- en werkingskosten. Tegelijkertijd nemen wij deel aan een door federale minister Lallieu geïnitieerde werkgroep om het diploma van maatschappelijke werker op te waarderen, om het tekort aan maatschappelijke werkers aan te pakken. We werken ook nauw samen met de federatie van OCMW's die wij financieren voor haar verschillende opdrachten. En in het bijzonder voor de oprichting van werkgroepen met de 19 OCMW's. Een van die werkgroepen, actief sinds 2021, omvat de HR-verantwoordelijke van de verschillende OCMW's en probeert met name oplossingen te vinden voor het personeelstekort in de OCMW's. Maar ik heb geen andere informatie vandaag. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Verstraeten? Ja, dank u wel. Een aantal zaken. Dus het werd gefluisterd, maar ik begrijp dat de werkgroep van mevrouw Lallieu stand-by is. Dus dat die momenteel niet meer plaatsvindt. Ik stel mij de vraag over de loonsvoorwaarden op dat vlak. Eigenlijk een probleem dat ik vaak hoor bij de OCMW's is, oké, men krijgt extra middelen om personeel aan te werven, maar de OCMW's in Brussel houden vaak hun personeel niet.
Dat is natuurlijk een groot probleem als men kan gaan. Eigenlijk de voorwaarden zijn strenger bij ons. Men moet tweetalig zijn, om maar iets te zeggen. Bon, er zijn bepaalde OCMW's die daar compleet hun voeten aan vegen, tot daar aan toe. Maar bijvoorbeeld als men een tweetalige heeft of iemand behaalt zijn tweetaligheidsattest, de werkdruk in Brussel is hoger, de loonsvoorwaarden elders zijn beter. Dus als u Nederlands kunt, je zou bijna stom zijn om niet naar een OCMW in Vlaanderen te gaan werken. Waar dat er minder werkdruk is, maar men beter verdient. Dus dat is een beetje een vraag. Men kan wel eigenlijk middelen vrijmaken om extra personeel aan te werven, maar als eigenlijk de voorwaarden niet competitief zijn waaraan men moet beginnen werken, ja, bestaande goed personeel houden, dat lijkt mij eigenlijk ook al een grote uitdaging. Wat die miljoenensteun betreft, want u zegt lokale autonomie. Wij zijn niet bevoegd voor de werking binnen de OCMW's. We hebben er eigenlijk zojuist een vraag over ingediend, die moet nog langs het uitgebreid bureau passeren. Maar ik stel mij werkelijk de vraag wat er met die middelen, met die miljoenen, gebeurt in de realiteit binnen de OCMW's. En hebt u daar zicht of controle op dan? Oké, dan zullen we misschien die vraag afwachten. Want ik heb het al een paar keer vermeld hier in commissie, ik hoor daar soms dingen over. Dat men eigenlijk de steun die men van bovenhand krijgt, dat men daar de gaten mee opstopt die men al heeft in de normale werking. En dat men daar dus eigenlijk niets bijkomends mee doet, waarvoor het geld misschien bedoeld is, omdat men sowieso al met tekorten zit. En dan wil ik misschien toch nog een klein beetje kietelen, want u zegt, wij betreuren de gespannen relatie binnen bepaalde OCMW's. Dat is een beetje een throwaway commentaar, maar wat bedoelt u daarmee concreet? Wat loopt er fout binnen bepaalde OCMW's? Wat bedoelt u met gespannen relaties op dat vlak? En voilà, wat is uw analyse over het functioneren van de OCMW's? Je ne vais pas faire ça parce que vous êtes en dehors de mon champ de compétences, en fait, pour être clair. Donc nous attribuons des moyens. D'abord, on fait une tutelle administrative et financière, ça oui. Mais c'est tout. C'est d'abord et avant tout l'autorité fédérale et le SPEF Intégration Sociale qui sont compétents. Alors c'est vrai, nous, on a donné des moyens complémentaires au CPS en les inscrivant dans un certain nombre de projets, ou en demandant au CPS de les inscrire dans un certain nombre de projets liés au non-take-up ou aux problèmes liés à l'énergie et tout ce qui a découlé. Il y a plein de projets intéressants qui ont émergé en Covid, post-Covid, grâce à ces moyens supplémentaires. Et là-dessus, il y a un contrôle qui est fait de l'utilisation de ces moyens. Mais c'est tout. La tutelle générale sur les CPS et l'essentiel des moyens des CPS, ça se fait au niveau des conseils de l'action sociale, d'abord et avant tout. C'est là que l'organe de contrôle, dans chacun des 19 CPS, et éventuellement au conseil communal, si vous arrivez à amener ça au conseil communal, mais normalement, ça se passe au conseil de l'action sociale. Oui, c'est normal. C'est au conseil de l'action sociale que ça se passe. Et puis au niveau fédéral, bien entendu, qui exerce la tutelle générale sur les CPS. Ook wat de loonsvoor... Juste, donc les justifications d'utilisation de subsides ont été envoyées pour le 31 mars sur les derniers 20 millions d'euros. Et donc il y a des premières analyses qui sont faites. Ceci dit, la plupart des projets sont prolongés jusqu'à fin 23, ce qui était prévu avec les moyens, qu'ils pourraient les utiliser jusqu'à fin 23. Et donc l'évaluation finale aura lieu début 24, une fois que l'ensemble des projets pourront s'être terminés. Et ça, c'est bien dans nos compétences, c'est notre argent qu'on leur a donné directement sur des missions particulières. Merci, Monsieur le Ministre. Nous continuons nos travaux avec une demande d'explication de Monsieur Verstraeten concernant la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Vous avez la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer het collegelid, ouderenmishandeling of misbehandeling is tot op vandaag nog steeds een taboe. Ouderen beseffen vaak niet dat ze zich in een situatie van misbruik bevinden en wanneer ze zich daarvan bewust zijn, melden ze dat vaak niet uit angst voor represailles of uit schaamte.
Er bestaan natuurlijk verschillende vormen. Lichamelijke, psychische mishandeling of misbehandeling, verwaarlozing, schending van rechten en financieel, materieel of zelfs helaas seksueel misbruik. Ouderenmishandeling of misbehandeling kan zowel thuis als in instellingen voorkomen. Met de gewijzigde ordonnantie zijn de erkenningsnormen voor ouderenvoorzieningen hervormd, zijn er meer sancties mogelijk en moeten de gewijzigde controleprocedures het kwalitatieve aspect van de inspecties door Iriscare verbeteren. De vraag van mevrouw Sabbe ging er daarnet ook over. Zo wordt oudermishandeling of misbehandeling hopelijk sneller vastgesteld en aangepakt. In 2009 werd de coördinatie VZW Home Info en for Home erkend door de GGC als voorziening voor de strijd tegen oudermishandeling in Brussel. De opdrachten van de Nederlandstalige VZW Home Info en de Franstalige tegenhanger Info Home Bruxelles omvatten hulpverlening ten behoeve van bejaarden op het gebied van misbruik, het beheer en de follow-up van een specifiek telefoonnummer en de organisatie van acties, informatie en opleidings- en bewustmakingssessies. De coördinatie VZW Home Info en for Home ontvangt hiervoor een jaarlijks geïndexeerde subsidie van de GGC. In 2022 ging dat om 255.000 euro, waarvan volgens de verdeelsleutel 81.964 euro voor de werking van Home Info en het Brussels meldpunt ouderenmishandeling was voorzien. In het jaarverslag van Home Info voor 2022 lezen we dat sinds dit jaar de subsidie van de VGC wordt overgenomen door Iriscare. Het is de bedoeling een fusie van Home Info en Info Home te realiseren tegen 2024. Dit jaar wordt het fusieproces op gang gebracht en gaat men de dienstverlening al samenbrengen op dezelfde locatie. In het jaarverslag lees ik dat de bijzondere aandacht voor de Nederlandstalige bevolking, ik citeer, ingeschreven werd in het proces van fusie, waarbij het personeel en de toekomstige aan te werven personeelsleden het Nederlandstalig netwerk verder blijven bewandelen, minder administratieve taken op zich nemen en meer accent te kunnen leggen op de inhoudelijke werking. Einde citaat. Ik vraag me af hoe men dat precies gaat invullen. Des te meer omdat het Brussels meldpunt ouderenmishandeling of misbehandeling ook in principe de oproepen beheert voor de regio Halle-Vilvoorde. Ik had daarom voor u de volgende vragen. Wat zijn de laatste cijfers over het aantal klachten wat betreft ouderenmishandeling of misbehandeling in Brussel? Neemt het aantal klachten toe? Ten tweede, de strijd tegen ouderenmishandeling is mijns inziens niet opgenomen in het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan. Met welke maatregelen en acties pakt u deze problematiek aan, in het bijzonder met betrekking tot ouderenmishandeling of misbehandeling die thuis en dus buiten de instellingen plaatsvindt? Ten derde, moeten de gewijzigde erkenningsnormen en controleprocedures ertoe leiden dat oudermishandeling of misbehandeling in ouderenvoorzieningen sneller wordt vastgesteld en aangepakt? 4. Welke bewustmakings- en regelmatige voorlichtingscampagnes, voorlichtingsacties, gericht of in het algemeen, hebben plaatsgevonden of staan er gepland om de ouderen meer moed te geven om de mishandeling waarvan zij het slachtoffer zijn aan de kaak te stellen, gelet op het feit dat dat vaak over schaamte, die reticence is om dat te melden. 5. Hoeveel subsidie ontvangt de coördinatie VZW Home Info en for Home in 2023? En dan ten laatste, kan u toelichten waarom er besloten is VZW Home Info te bicommunautariseren en hoe zal deze fusie tot stand komen? Hoe zal het Nederlandstalig karakter en dienstverlening gegarandeerd worden? En wat gebeurt er met het Brussels meldpunt ouderenmisbehandeling? Zal die de oproepen voor de regio Halle-Vilvoorde blijven beheren of is daar een soort van akkoord over gesloten? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Merci, monsieur Verstraeten. J'ai également madame Lecoq qui souhaite réagir. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bedankt voor uw vraag. Comme vous venez de le rappeler, la maltraitance, mais aussi les faits de violence à l'égard des personnes âgées s'exercent dans de très nombreux domaines et aussi dans de très nombreux lieux. On sait, on en discute régulièrement aussi dans cette commission, que le dépôt de plainte et la voie juridique ne sont pas des outils suffisants pour venir à bout de ces maltraitances. Il nous semble, en tout cas nous, qu'il est important de pouvoir travailler sur 3 autres éléments aussi. D'une part, de pouvoir mieux encadrer les structures et de pouvoir renforcer les contrôles qui sont déjà mis en place.
de pouvoir aussi revenir, je pense, à un élément qui est important dans les politiques de santé en particulièrement, mais d'accueil et de soutien aux personnes, mais de remettre les personnes au cœur des décisions et des processus, et aussi évidemment de pouvoir développer des alternatives au placement en maison de repos, comme les résidences-services par exemple, et d'autres outils qui existent. J'ai donc quelques questions complémentaires pour vous, Monsieur le Ministre. Qu'en est-il de l'encadrement des structures d'hébergement qui ne sont pas agréées? On en parle de manière assez régulière. Parfois, la gestion de ces organismes et le contrôle qui est effectué est pointé du doigt. On y révèle parfois des faits de maltraitance, des manques de soins, mais aussi parfois des mauvaises conditions de travail pour le personnel qui y travaille. En ce qui concerne ces structures d'hébergement, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles ont été les avancées concernant la poursuite du travail de la création d'un cadre réglementaire pour ces structures qui ne sont donc pas agréées? Qu'en est-il du renforcement de l'encadrement de manière générale, mais aussi du renforcement des mécanismes de contrôle? Qu'en est-il également des avancées sur ce qu'on pourrait appeler le déploiement d'une culture de la bientraitance dans ce secteur de l'hébergement des personnes vulnérables? Quel soutien accordez-vous également au réseau d'entraide? Donc, ce sont les projets qui tendent à remettre les personnes âgées au cœur de leur vie sociale, de renforcer les relations et les rencontres intergénérationnelles. Est-ce que ces réseaux sont soutenus par vos services? Et enfin, vous nous parliez récemment de la réalisation d'une étude de faisabilité, le projet Tisseur de liens de la CSD, qui se fait en partenariat avec Bratsu Bratsu et Senior Montessori. L'objectif, c'était de, je cite, conceptualiser et modéliser une résidence service social adaptée. Qu'en est-il par rapport à ce projet et de quelle manière a-t-il pu avancer? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Lecoq. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, meneer Verstraeten. Dank u, mevrouw Lecoq. In haar streven om de levenskwaliteit van bejaarde personen thuis en in instellingen te bevorderen, heeft Iris Keir een overeenkomst gesloten met de VZW Inforoom Ominfo. In die overeenkomst zijn de nadere regels vastgelegd voor de begeleiding en de strijd tegen ouderenmishandeling die de VZW wil voeren. Om die opdrachten te vervullen ontvangt de VZW dit jaar €352.460. Meer specifiek wil de VZW Inforoom Ominfo helpen in de strijd tegen ouderenmishandeling, ongeacht waar de bejaarde personen wonen, thuis of in een instelling. Dat komt tot uiting in de volgende opdrachten. Het referentiepunt zijn voor het grote publiek voor oproepen over ouderenmishandeling. De reacties op de telefonische meldingen van ouderenmishandeling coördineren met de professionals. De bevoegde administratie voor bijstand aan personen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de ontvangen meldingen van ernstige feiten die zich in instellingen voor bejaarde personen hebben voorgedaan. Optreden als observatorium van de sector voor begeleiding en huisvesting van bejaarde personen. Samenwerking met de bevoegde diensten voor de administratie ontwikkelen. Aanpassingen aan de regelgeving voorstellen die de waardigheid en de levenskwaliteit van bejaarde personen ten goede kunnen komen. Of nog, de professionals sensibiliseren voor de goede behandeling van bejaarde personen tijdens een jaarlijks symposium. Zoals in uw vraag aangeeft, wil de Brusselse regering meehelpen om de financiering van bepaalde verenigingen te harmoniseren en coherent te maken. Dat gebeurt in lijn met het meerderheidsakkoord. Alors, en application de l'accord de majorité, le Collège réuni avec accord préalable de la VGC a décidé le 23 juin 2022 de cocomiser, entre guillemets, les organisations soutenues par la VGC qui sont déjà soutenues structurellement par la COCOM. Il s'agissait entre autres d'une reprise par Iris Keir du subside accordé par la VGC à la SBL Ominfo, fixé à 84 460 € à partir de 2023, et ce, à partir de 2023. En pratique, depuis le 1er janvier,
L'ancien subside de la VGC à l'ASBL Home Info est versé par Iriscare à l'ASBL Inforum Home Info. Le montant du subside annuel susmentionné, plutôt, pour cette ASBL bicommunautaire, comprend donc également les 84 460 €. Les ASBL Home Info et Inforum informent, conseillent et orientent les personnes âgées, leurs familles, les aidants proches et ou les prestataires de soins vers des structures d'accueil résidentielles, des résidences-services et des formules alternatives d'hébergement et de soins à Bruxelles. En outre, les deux ASBL fonctionnent comme point de contact pour la maltraitance des personnes âgées. Elles jouent également un rôle de centre de connaissances et d'expertise dans ce domaine pour les acteurs de terrain bruxellois et les autorités, comme je viens de vous le citer dans leurs différentes missions. Et les deux ASBL travaillent en étroite collaboration et elles ont déjà créé dans le passé l'ASBL Inforum Home Info à cette fin. C'est avec cette ASBL fêtière qu'Iriscare a déjà conclu une convention de subvention pluriannuelle depuis 2022. Cette mission et les autres missions de l'ASBL fêtière dans la convention pluriannuelle avec Iriscare n'ont pas été modifiées. Cependant, la reprise de la subvention de la VGC par Iriscare et son versement à l'ASBL fêtière a donné lieu à une mission supplémentaire qui a été ajoutée à la convention pluriannuelle existante par le biais d'un avenant, et je vais la citer, préparer la création d'une structure unique et unifiée qui exerce au moins les 3 missions susmentionnées et dont le périmètre couvre l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Cette structure organisera ses services de manière à ce qu'ils soient accessibles pour tous les Bruxellois, toutes les Bruxelloises, avec une attention particulière pour les publics difficiles à atteindre et vulnérables. En tenant compte de la diversité de la population bruxelloise, le service est organisé de manière multilingue et sera rendu en utilisant au moins les 2 langues nationales. Définir la manière dont une fusion pourrait se dérouler fait donc partie de la mission susmentionnée, devra ressortir du travail de préparation demandé. Aussi, le fait que le service soit également garanti en néerlandais a donc été à nouveau explicitement souligné, sachant que la convention initiale contenait déjà cette exigence. Alors, concernant les questions concernant les plaintes liées à la maltraitance, le rapport annuel d'Inforum Home Info, que vous mentionnez, M. Verstraeten, dans votre intervention, reprend une série de données chiffrées, dont des statistiques concernant le nombre de plaintes enregistrées. En 2020, qui est une année particulière évidemment avec le Covid, le nombre d'appels reçus avait augmenté de manière conséquente, passant de 1200 environ à près de 2000. La situation s'est stabilisée en 2021 avec 1300 appels et en 2022 avec moins de 1600 appels. Plus précisément, en 2022, 912 appels ont concerné une situation de maltraitance spécifique et 650 ayant trait à des demandes d'information, de rencontres, d'intervention auprès d'un public spécifique. En 2022, Inforum Home Info a ouvert 348 dossiers. Ce chiffre est comparable à celui de 2021 où c'était 356. Sachant qu'un dossier est ouvert lorsqu'il y a un soupçon de maltraitance ou qu'un sentiment de maltraitance est rapporté par l'appelant ou la personne qui a pris contact. L'ouverture de dossier n'implique pas que la plainte pour maltraitance soit avérée. Elle signifie qu'une telle plainte a été accueillie par un membre de l'équipe d'Inforum Home Info et qu'un travail de clarification, voire ensuite un suivi de la plainte, a été mené à ce sujet. Parmi les dossiers ouverts en 2022, 30% concernaient une situation vécue à domicile et 70% une situation dans une institution, notamment une maison de repos. Parallèlement au canal ouvert par Inforum Home Info, Iriscare dispose également du canal plus formel de réception des plaintes. En 2022, Iriscare a reçu 9 plaintes formelles pour maltraitance. Elles étaient 6 en 2020 et 8 en 2021. In die context moet de lopende hervorming van de rusthuissector plaatsvinden, met name om mishandeling tegen te gaan en het welzijn van de bewoners te versterken. Het ontwerp van herziening van het besluit van het college van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen op opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen,
omvat een reeks aanpassingen betreffende de identificatie, het onderzoek en de behandeling van klachten van bejaarde personen, in het bijzonder voor situaties van mishandeling. De instellingen zullen met name moeten beschikken over een schriftelijke procedure waarin wordt bepaald hoe klachten moeten worden ingediend en onderzocht. Ook zullen zij de bewoners moeten meedelen hoe zij bijvoorbeeld een klacht kunnen indienen. Om proactiever op te treden tegen mishandeling werkt de nieuwe inspectiedienst van Iriscare, die sinds 1 januari van dit jaar actief is, bovendien volgens een nieuw referentiekader. Er is nagedacht over nieuwe inspectiegronden en het systeem voor het stellen van prioriteiten voor inspecties is responsiever gemaakt, waardoor in een groter aantal gevallen veel sneller een inspectie kan worden gestart. De nauwe samenwerking van Iriscare met Inforoom Ominfo, maar ook met vertegenwoordigers van bejaarde personen, zorgt ervoor dat er gemaakt wordt voor zorgwekkende situaties. En dat om een inspectiebezoek op te starten om eventuele tekortkomingen te objectiveren. Wettende dat een kwaliteitsinspecteur voor elke situatie van dreigend gevaar waarvan hij op de hoogte is, de politie of het parquet moet inlichten. Sur vos questions complémentaires, Madame Lecoq, d'abord sur les structures non agréées. La problématique des SNA reste prégnante, long dossier en cours depuis longtemps. Et comme vous le savez, c'est des institutions qui accueillent des publics divers, fragiles, mais en dehors de tout cadre réglementaire, sans respecter de normes. Alors officiellement, ils ne sont pas connus des services d'Iriscare et ont disposé jusqu'il y a peu de moyens d'intervenir. Mais la nouvelle ordonnance adoptée en décembre dernier, sous les vivas de la foule, corrige cela. Son article 19 précise en effet, je cite, que le collège réuni ordonne la fermeture de tout établissement pour aînés mis en service ou exploité sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément. Le collège réuni détermine sur avis du conseil de gestion d'Iriscare la procédure applicable à la fermeture. Cette procédure comporte en tout cas la mise en place par le collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans un autre établissement, en respectant au maximum la liberté de choix du résident et l'obligation pour les gestionnaires de collaborer à ce processus. Ce déménagement doit intervenir dans un délai de 3 mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture. Au terme du délai, l'établissement est fermé. Alors maintenant, on travaille aux arrêtés d'exécution. Je l'ai déjà dit dans les réponses antérieures ou la première partie de la réponse. On va finaliser dans ces arrêtés les modalités de mise en œuvre de ce nouvel article. Et l'idée, c'est bien de limiter fermement l'exploitation de structures non agréées. Vos questions sur le projet tisseur de liens de la CSD. Il visait en 22 à réaliser une étude de faisabilité, création d'une résidence-service sociale dans le bâtiment de la CSD à Saint-Gilles. C'est une étude qui est terminée, elle est en ligne. La prochaine étape, c'est de concrétiser le projet. Et donc cet opérateur travaille à affiner le montage financier pour créer la dite résidence. Mon cabinet, Iriscare, soutient la CSD dans cette démarche. Et notre volonté que le prochain plan d'investissement 24-29 en infrastructure puisse contribuer au développement d'initiatives de ce type. Et c'est vrai que le développement d'alternatives aux maisons de repos est primordial. Ça a encore été souligné par l'Observatoire de la santé du social dans un rapport publié au mois de janvier. Sur les réseaux d'entraide pour aînés, depuis 2021, Iriscare soutient les ASBL bras dessus, bras dessous et accolage, dont l'action est complémentaire. Ce sont des ASBL actifs dans 9 communes qui comptent 25 réseaux ou antennes. Et Iriscare soutient aussi l'ASBL Samen Toujours, dont l'action vise justement à la formation et au développement de méthodes pratiques permettant la création et le développement de réseaux d'entraide de quartier. Depuis 2022, le soutien accordé à ces ASBL est inscrit dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Le développement plus ample de ces projets est à l'étude dans le cadre des travaux portant sur la répartition des montants normes de croissance 2024
d'Iriscare sont des projets qui sont fondamentaux pour renforcer et rééquilibrer le continuum de soins et d'accompagnement des aînés qui va de l'aide à domicile jusqu'à la maison de repos et de soins. Il y a pas mal d'opérateurs locaux, y compris les communes, qui sont demandeuses de créer des antennes dans leur quartier. Voilà les différents éléments d'information. Merci, Monsieur le Ministre. Pour une réplique, Monsieur Verstraeten. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer het collegelid. Twee zaken. Dus tenzij ik het gemist heb of misbegrepen heb, hebt u niet meteen geantwoord op de vraag over het Brussels meldpunt ouderenmishandeling en de oproepen voor de regio Halle-Vilvoorde en hoe dat daar nu juist mee zit. Kan natuurlijk een vergissing van mijn kant zijn ook. Twee, wat betreft het maken van het referentiepunt maken van OMFO en Forum, stel ik mij de vraag naar de bekendmaking naar het brede publiek. Dus ik vermoed dat dat in bepaalde kringen natuurlijk wel een gekende organisatie is, maar denkende aan de mensen die ouderen die moeilijk een weg vinden om een klacht in te dienen of daar wat schroom voor hebben, die kennen die organisatie misschien niet. En zullen misschien ook uit zichzelf, als ze met schaamtegevoelens zitten, het initiatief niet nemen om naar een dergelijke instelling op zoek te gaan. Dus de vraag is een beetje, hoe maak je zo'n instelling breder bij het publiek bekend? Ik wil het niet overdrijven, maar dat bijna iedereen een beetje weet van als het daarover gaat, dan moet je daar zijn. Ik denk dat dat misschien nog een uitdaging is. Pardon, mes excuses. Sur l'information et la communication, un forum, Home-Info, bon, c'est quand même des associations qui ont pignon sur rue. Elles sont quand même fort connues des intervenants, etc. On peut renforcer encore la communication, je pense. Voilà. Ça vaut quand même toujours la peine de s'assurer qu'elles soient suffisamment connues des gens qui en ont besoin. Iriscare est en vraiment forte collaboration, donc Iriscare les promeut aussi également dans sa propre communication. Mais voilà, c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir, ou en tout cas d'identifier s'il y a un problème au niveau de la notoriété de ces associations. Sur Halle-Vilvoorde, c'est scindé. Hein. C'est fini, hein, BHP. Hein. Non, mais donc sérieusement, sur Halle-Vilvoorde, en dehors du territoire de Bruxelles, les associations peuvent tout à fait être actives. Mais évidemment, notre subvention sert à leurs activités sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Mais ça ne les empêche pas d'être actives en dehors, avec d'autres moyens. Parfait. Ceci clôture notre ordre du jour. Je vous fixe rendez-vous pour notre prochaine commission le 25, vu que le 18 est un jour férié. Le 25, nous aurons un ordre des travaux et également du contrôle parlementaire. Je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée. Pour les aînés? Oui, tous les filtres, les taux d'occupation, les prix moyens. Cool. C'est vraiment